Michael, avec ce qui s'est passé avec Donald Trump et ses politiques en Asie centrale, il parle de reconquérir le cœur du continent, l'Asie centrale. Vraiment, que se passe-t-il à ton avis? Il évoque un investissement de 35 milliards de dollars en Ouzbékistan et il mentionne le Kazakhstan, peut-être même le retour de base dans ces pays. Quelle est selon toi l'importance de l'Asie centrale, Mike? Eh bien, l'objectif apparent dont il a parlé est d'amener les entreprises américaines à investir dans le tungstène et les terres rares. Le Kazakhstan possède d'importants gisements de tungstène et les États-Unis pensent pouvoir réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine pour ce minerai. Et le rêve de Trump, presque une obsession, ce sont les terres rares. Mais je ne vois pas vraiment le Kazakhstan comme une source importante pour celle-ci. Les compagnies pétrolières américaines ont déjà massivement investi au Kazakhstan et au Kirghizistan, et ce fut un désastre. On a parlé d'écocide. Les syndicats de travailleurs du pétrole se sont soulevés et ont combattu cela. Il existe un fort sentiment anti-américain, surtout à l'égard des compagnies minières et pétrolières américaines dans toute l'Asie centrale. C'est essentiellement à cela que Trump va se heurter. Il espère que le financement de ce projet n'aura pas à provenir du gouvernement américain. Cela va venir du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Ce sont eux qui ont introduit le néolibéralisme au Kazakhstan et en Asie centrale, et ce fut un désastre. Ce qui s'est passé en Asie centrale est à peu près la même chose que dans les pays baltes. Des kleptocraties locales ont pris le pouvoir. Elles ont enregistré les biens à leur propre nom, conclu des accords avec des entreprises occidentales en échange de pots de vin et gardé leur argent en Occident. Elles se sont appropriées les meilleurs logements. Le FMI et la Banque mondiale ont introduit l'état de droit, ce qui signifiait qu'ils permettaient au gouvernement de saisir les biens des débiteurs, des personnes ayant acheté leur maison à crédit. Le microcrédit était la grande idée soutenue par les Américains et le FMI, par les néolibéraux. Il fonctionnait principalement par l'intermédiaire des femmes, car on pouvait exercer une pression sociale sur elles pour qu'elles remboursent toutes les dettes. Et les taux de suicide ont augmenté. Les femmes ont en réalité mené l'opposition à l'influence occidentale à travers le Kazakhstan, le Kurdistan et les autres pays de la région. La réaction initiale contre l'Union soviétique a désormais laissé place à un sentiment général selon lequel les choses étaient bien meilleures à l'époque. Au moins, les gens avaient la sécurité de leur logement. Il n'y avait pas de polarisation et il n'existait pas de classe de milliardaires qui a depuis émergé dans ces pays, accompagné du népotisme des dirigeants envers leur propre famille. D'une certaine manière, on est vraiment revenu au 19e siècle. Ce que nous observons aujourd'hui concerne davantage les ressources minérales. Au 19e siècle, il s'agissait plutôt de culture, d'opium et de choses de ce genre. Mais tout cela n'est en réalité qu'une répétition de ce qu'on appelait le grand jeu, ou ce que les Britanniques appelaient la question d'Orient. La longue lutte entre la Grande-Bretagne et la Russie, et maintenant entre les États-Unis d'un côté et la Russie et la Chine de l'autre, pour le contrôle de tout, de l'Iran jusqu'à l'Asie centrale et aux régions ouïghours de l'ouest de la Chine. On assiste donc à ce jeu géopolitique où les compagnies minières jouent le rôle principal. Et ces compagnies minières sont probablement les entités les plus impopulaires de toute la région. Nous n'avons pas entendu un mot sur ce que font la Chine et la Russie, et je pense qu'elles laissent simplement l'Amérique tenter de jouer ses cartes. Mais la semaine dernière, le ministre kazakh des Affaires étrangères était à Washington, essayant de promouvoir le Kazakhstan pour conclure des accords.
Et il semble que le gouvernement en place cherche à conclure un accord qui va surtout lui profiter. Je crois qu'ils ont rencontré le secrétaire au commerce ainsi que Howard Lutnick, qui avait déjà négocié un accord pour les chemins de fer du Kazakhstan. Il existe maintenant une proposition entre le Kavkaz Capital Fund pour investir dans l'exploitation minière, avec une sorte d'accord de partage des bénéfices avec le Kazakhstan. Mais ils ne connaissent peut-être pas toutes les subtilités de la comptabilité hollywoodienne, qui ne laisse en réalité que très peu de bénéfices à partager une fois payés tous les intérêts, les frais de gestion et les autres coûts qui s'ajoutent. Ainsi, la tension, le grand jeu actuel, oppose les intérêts miniers néolibéraux à ce que le peuple kazakh appelle un écocide, la destruction de l'environnement causée par toute la pollution et les déversements des compagnies pétrolières. Et l'initiative La Ceinture et la Route de la Chine fonctionne selon des conditions tout à fait différentes, avec une philosophie distincte du néolibéralisme. Ce n'est donc plus seulement un jeu géopolitique. C'est aussi un affrontement sur le type d'arrangements économiques qui seront mis en place. Seront-ils plutôt des arrangements de type socialiste au sein des BRICS ou bien les arrangements néolibéraux que les États-Unis tentent d'imposer actuellement? Richard, j'y ajouterai deux dimensions. Premièrement, cela me semble être une reprise stupéfiante de l'impérialisme des 19e et 20e siècles. Ce sont des pays occidentaux, en l'occurrence les États-Unis, qui voient une occasion de profit à travers l'exploitation minière, ce qui est aussi ancien que l'impérialisme lui-même. Cela remonte à l'or, à l'argent et à toutes les autres richesses qui ont poussé les Européens à parcourir le monde à la recherche d'endroits où ils pouvaient obtenir des ressources à bas prix, ou les voler, ou faire tout ce qu'il fallait, parce que ces ressources étaient si facilement convertibles qu'ils pouvaient les utiliser à leur guise. Bien sûr, ajouter le tungstène, ajouter les terres rares. Cela a toujours évolué en fonction des technologies dont nous disposons, qui déterminent quelle ressource souterraine est la plus rentable par rapport à une autre. Aujourd'hui, il y en a de nouvelles, et un nouvel endroit où aller les chercher. Et les États-Unis vont essayer de le faire. Faire en sorte que d'autres payent pour cela, tu sais, pour abîmer l'environnement. C'est ce qu'ils ont toujours fait. Ce n'est pas nouveau. Et je veux rappeler une leçon. Pays qui ont réussi à se détacher de l'ordre capitaliste impérialiste mondial, la Russie au XXe siècle et la Chine aujourd'hui, sont les véritables réussites. Ils l'étaient, car la Russie faisait alors partie de l'Union soviétique. Je veux rappeler aux gens, puisque c'est tellement à la mode de l'ignorer, que la croissance économique soviétique, depuis la révolution de 1917 jusqu'à la dissolution en 1989, a été l'histoire de réussite du XXe siècle. Le pays européen le plus arriéré a dû traverser, vous êtes prêts, la défaite lors de la Première Guerre mondiale, puis une guerre civile, une révolution, la collectivisation de l'agriculture et ensuite la Seconde Guerre mondiale. Et malgré tout cela, il est parvenu à la fin du siècle à avoir connu la croissance la plus rapide de tous, en dépit de tous ses revers. Une histoire extraordinaire. Et la Chine, nous le savons tous, est l'autre exemple. Et qu'ont-ils en commun? Ils ne faisaient pas partie, ils se sont détachés du système capitaliste colonial. Ce sont les réussites, ceux qui n'ont pas permis ce dont on discute actuellement pour le Kirghizistan ou le Kazakhstan. C'est la première chose. La deuxième observation, pour compléter ce dont Michael a parlé, c'est que je suis très conscient, et peut-être que je me trompe ici, mais je suis conscient que toutes les manigances, les 76, car je tiens le compte, les 76 personnes mortes dans ces bateaux, les soi-disant narco-bateaux dans les Caraïbes et le Pacifique, je suis conscient que cela fait partie d'un processus
liées au positionnement du porte-avions Gerald Ford, qui se trouve maintenant au large du Venezuela. Je suis conscient qu'il y a un positionnement visant à opérer un petit changement de régime au Venezuela afin de réaffirmer la doctrine Monroe et de s'emparer de l'un des grands gisements pétroliers de cette planète. Et voici la chute. Les Russes, avec le soutien implicite des Chinois, ont averti les États-Unis de ne pas faire cela. C'est une étape importante, certes encore symbolique, mais importante tout de même. Cela signifie que la doctrine Monroe vient d'être annulée. Les États-Unis n'ont plus une sorte de droit présumé à dominer l'hémisphère occidental. Les Russes annoncent « Nous sommes là, nous aussi ». Et si les Russes sont présents avec des navires et une marine, ce qui semble être le cas, alors les Chinois sont loin derrière. Et je soupçonne qu'une partie de l'attrait d'organiser ces réunions à la Maison-Blanche tient au fait que M. Trump veut dire « Très bien, si je dois te prendre au sérieux dans l'hémisphère occidental, alors tu vas devoir me prendre encore plus au sérieux que tu ne le pensais. Regarde, j'agis ici même, dans ton voisinage, avec les gouvernements d'Asie centrale. » Il y a donc là un jeu de manœuvres géopolitiques. Cela fait partie de l'ajustement fluide du monde au fait que l'Occident n'est plus le principal acteur économique. Et tout le monde, y compris l'Occident, est en train de se repositionner, cherchant à comprendre comment rester à flot dans cette situation mondiale en mutation rapide. Eh bien, je pense que vous avez raison d'évoquer la doctrine Monroe, car son revers était une promesse. L'Europe reste en dehors de l'hémisphère occidental, et nous resterons en dehors du vôtre. Et ce n'est précisément pas ce qui se passe. Vous avez donc tout à fait raison de dire que la Russie et la Chine affirment « Vous avez rompu l'accord, vous êtes venus ici, très bien, œil pour œil. » Ce que nous faisons, c'est un échange symétrique à vos réactions et à vos actions. En somme, on voit la Russie et la Chine réagir contre l'Occident. Mais encore une fois, tout cela remonte à l'opposition entre le cœur continental de Mackinder et les zones côtières et commerciales contrôlées par les Britanniques. L'ensemble de la stratégie de la Chine et de la Russie, bien que principalement celle de la Chine, au cours des 20 dernières années, a consisté à s'étendre par voie terrestre à travers l'Asie centrale. Un effort majeur a été entrepris pour construire des chemins de fer. Tout cela rappelle ce qui s'est passé à la fin du XIXe siècle. En commençant par la Perse, c'était l'Empire perse qui contrôlait la majeure partie de cette région. Et à la fin du XVIIIe siècle, la Russie avait reconquis ce qui avait été le nord de l'Empire perse. L'Azerbaïdjan, la Géorgie et une partie du Daghestan en faisaient partie. La dynastie Qajar, une dynastie tribale locale, prit le pouvoir du Shah d'Iran, la tribu Qajar en 1789, et régna jusqu'en 1925, reconquérant essentiellement cette région. La Russie l'a ensuite reconquise et a utilisé cette conquête de ce qui avait été le nord de la Perse pour étendre le chemin de fer à travers le Kazakhstan et l'Asie centrale, plus à l'ouest, plus à l'est. La Grande-Bretagne s'est opposée à tout cela et a mené la guerre de Crimée contre la Russie, en déclarant « La Russie est notre ennemi existentiel ». On peut comparer la situation actuelle entre les États-Unis et la Chine à celle de la Russie et de la Grande-Bretagne à l'époque de la guerre de Crimée. La suite de cet affrontement fut la guerre anglo-persane de 1856 à 1857, qui portait sur la question de savoir qui contrôlerait la route vers l'Afghanistan, alors sous domination perse. Which Persia had controlled, and it was fought over the city of Herat in. Le conflit portait sur la ville de Herat, dans l'ouest de l'Afghanistan. Les Britanniques disaient « Nous devons empêcher la Russie d'accéder à l'Inde, car l'Inde restait le joyau de la couronne qui assurait le soutien financier de l'Empire britannique. »
En substance, la Russie vainquit la Perse et prit le contrôle de cette région. Au cours du demi-siècle suivant, jusqu'à la fin du XIXe siècle, la Russie et la Grande-Bretagne ne cessèrent de demander des concessions pour construire une ligne de chemin de fer à travers cette zone, encore largement sous contrôle perse. Elles réussirent à se bloquer mutuellement et la Perse ne put construire de chemin de fer que finalement au milieu des années 1930, lorsque l'État y parvint. Il craignait d'accorder des concessions étrangères et le traumatisme causé par les investissements britanniques, depuis la Perse jusqu'à l'Extrême-Orient, fut si destructeur qu'un sentiment généralement pro-russe s'installa. Après la Révolution russe, les Russes bénéficièrent du soutien de la population dans ces régions, et une guerre continue éclata pour déterminer qui contrôlerait tout le territoire allant de la Perse, qui ne devint l'Iran que plus tard, jusqu'à l'Asie centrale. En somme, les Britanniques intervinrent militairement et réglèrent la situation en renversant la dynastie tribale des Qajars et en installant le Shah, les deux Shahs de la dynastie Pahlavi, le père et le fils, qui instaurèrent un État policier. Lorsque la Perse accorda une concession pétrolière à Darcy, un Anglais, en 1901, cela mena à la découverte du pétrole une décennie plus tard. Je pense que ce qui s'est passé ensuite en Perse est ce qui va se produire en Asie centrale. Les Iraniens élurent Mossadegh comme dirigeant au début des années 1950, puis le MI6 britannique et la CIA le renversèrent. Le Shah renforça un État policier si terrible, si oppressif, que le seul endroit où les gens pouvaient se réunir pour résister étaient les mosquées. Le résultat fut une révolution dirigée par les chiites qui renversa le Shah. C'est à peu près ce qui s'est passé dans les années 1890, lorsque l'opposition à la prise de contrôle britannique du commerce du tabac et de l'opium en Perse fut menée principalement par des chefs religieux qui imposèrent une fatwa contre le tabagisme. Toutes les pipes à eau furent brisées et essentiellement le Shah tribal Qajar, qui avait régné pendant 50 ans, fut assassiné. Et les Britanniques installèrent leurs propres représentants. C'est donc ce type de lutte que l'on va observer avec ce qu'on appelle aujourd'hui la révolution colorée en Asie du Sud-Est. Si les projets américains d'exploitation minière, de contrôle et de soutien à la kleptocratie néolibérale réussissent dans cette région, il y aura le même type de révolution que dans d'autres pays. Et c'est cette dynamique qui va façonner la prochaine décennie. Oui. Oui. Richard, ce qui se passe réellement avec le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, c'est qu'ils sont tous deux profondément liés à l'initiative chinoise des nouvelles routes de la soie et à l'Union économique eurasiatique de la Russie. Et tu sais, en regardant la réalité de la région, ces pays peuvent-ils réellement se tourner vers Washington sans compromettre leur dépendance stratégique existante? J'en doute fortement, et je vais te donner deux raisons à cela. Premièrement, il y a un aspect historique que je peux ajouter à tout ce que Michael vient de dire. En Perse, en réaction à ce que faisaient les Britanniques et les segments de la société perse alliés aux Britanniques, on a vu se développer l'un des plus grands et des mieux organisés partis communistes du monde, le parti Tudeh. Ce genre de comportement de la part de l'Occident n'a pas seulement provoqué une opposition religieuse. Il l'a fait, et pendant un certain temps, cette opposition est devenue assez dominante jusqu'à aujourd'hui. Mais cette opposition religieuse existait et coexistait avec une opposition laïque très puissante, qui dans le cas de l'Iran et de la Perse, était le parti Tudeh. Il a dû être impitoyablement détruit pour que l'opposition religieuse puisse survivre.
Et cela continue. Les oppositions à l'intérieur de l'Iran jusqu'à aujourd'hui trouvent leurs racines dans ce parti tudais de bien des manières, comme le peuple iranien me l'a expliqué à d'innombrables reprises. Je serai donc prudent, car je pense que ce type de comportement que nous observons, cette sorte, si l'on veut, de renouveau de l'impérialisme classique, peut renforcer d'une certaine manière l'opposition religieuse. Mais il donnera aussi un nouvel élan à une résistance non religieuse, laïque, socialiste ou communiste, qui a des racines profondes. La deuxième raison pour laquelle je m'y attends, c'est que la capacité de la Russie et de la Chine, séparément et conjointement, à aider cette opposition fondée sur le Tudeh à se raviver, est bien plus grande que tout ce que la Russie ou la Chine avaient pu faire auparavant. Et elles ont désormais un intérêt direct à soutenir une base anti-occidentale qui existe déjà à de nombreux niveaux. Donc oui, on pourrait relancer cette vieille bataille comme Michael l'a esquissé. Mais les conditions et la force des acteurs en présence ne sont plus celles de la première fois. Je pense donc que cette fois-ci, le résultat sera très différent. Oui, il y a un très bon livre qui a été publié, je crois, en 2021 par Bahir Sanghera et Elmira Satibaldieva, je prononce probablement mal, Rentier Capitalism and its Discontents, Power, Morality and Resistance in Central Asia. J'ai écrit l'introduction de ce livre et je vais la mettre sur mon site aujourd'hui, car il décrit exactement le traumatisme qui s'est produit lorsque les compagnies pétrolières américaines sont arrivées dans cette région, en lien avec les règles néolibérales qui ont rendu cette région plus réceptive à la nouvelle route de la soie chinoise. Chevron a jeté son dévolu sur ces vastes réserves de pétrole, en particulier sur le champ pétrolifère de Tengiz, au Kazakhstan. Et ce que le Kazakhstan voulait, tout simplement, c'était l'expertise occidentale. Il voulait le développer lui-même. Mais ce que Chevron voulait, c'était le contrôle. Et c'est exactement ce que toute entreprise minière américaine dans cette région va vouloir. Le même type de contrôle. Elle promettra au gouvernement un certain contrôle, mais la manière dont le FMI et la Banque mondiale ont imposé les règles du libre marché fait qu'en réalité, l'État ne peut rien faire pour sanctionner ces entreprises pour toute la pollution que leur exploitation minière va engendrer, surtout avec les terres rares. Et Trump a déclaré que les États-Unis pouvaient couvrir la moitié de leurs besoins en terres rares simplement grâce au Kazakhstan. Eh bien, c'est complètement insensé quand on voit le temps qu'il faudra pour construire toutes ces installations minières. Qui va s'occuper du raffinage? Est-ce que ce sera fait au Kazakhstan? Ou bien tout sera-t-il envoyé, comme c'est le cas actuellement, en Chine? Qui va gérer la production? L'accord semble si simple, à en croire Trump et les Américains. Mais ils arnaquent toujours les pays hôtes dans les petites lignes du contrat, qui disent en gros, « Eh bien, si vous essayez de faire appliquer les coûts de nettoyage ou de réclamer des dommages pour ce que nous causons, nous vous poursuivrons simplement devant le tribunal international des différends en matière d'investissement. Vous devrez nous verser des indemnités et nous ferons arrêter votre avocat, comme nous l'avons fait en Équateur, je crois, avec l'avocat qui a défendu contre la pollution de Chevron là-bas. Nous rendrons simplement votre vie infernale. » Je ne serais pas surpris de voir la Russie et la Chine présenter tout un scénario sur ce qui pourrait arriver à ces pays s'ils laissaient les nouvelles compagnies minières leur faire ce que Chevron leur a fait. Chevron avait promis dans l'accord que 80% de la production reflèterait un partage des bénéfices de 80-20. Mais il s'est avéré qu'au final, le Kazakhstan n'a obtenu que 2% des revenus du projet. Ce fut un désastre. 2% pour tout ce pétrole. C'était le contrat pétrolier le plus défavorable négocié depuis des décennies,
et le Kazakhstan en subit encore les conséquences. Il n'a donc pas eu une bonne expérience avec les investissements occidentaux. Même chose au Kirghizistan. Le pays a souffert de manière similaire à cause des pollueurs de l'exploitation aurifère. Ces entreprises sont arrivées et l'extraction de l'or est très polluante, tout comme, bien sûr, celle des terres rares et du tungstène. Ils ont eu une expérience très malheureuse. Le livre que je viens de mentionner, laissez-moi lire ce qu'il dit. Le régime des règles d'investissement néolibéral lie les gouvernements aux accords signés avec les sociétés transnationales. Si les accords sont violés, les investisseurs s'estiment en droit de poursuivre l'État du pays hôte devant un arbitrage international pour obtenir des dommages et intérêts. L'État de droit affirme que l'État ne peut pas porter atteinte aux droits et libertés individuelles et que le domaine de la propriété privée doit être protégé contre la politique majoritaire. Ainsi, le néolibéralisme n'a pas supprimé la planification étatique. Cela a transféré ce qui relevait de la planification soviétique aux grandes entreprises et aux firmes transnationales de ces pays. C'est ce qu'ils ont déjà commencé à vivre. Et je suis sûr que les gouvernements veulent de l'argent maintenant. Et je suis certain que, comme dans le cas des investissements passés, depuis la Perse du 19e siècle avec ses concessions de tabac jusqu'aux concessions minières d'aujourd'hui, il y a toutes sortes de pots de vin versés aux fonctionnaires et de transactions secrètes. C'est ainsi que le système fonctionne. Le crime fait partie du libre marché. Et je crois que Tony a dit que toute propriété n'est pas vol, mais que la plupart des vols deviennent propriété. Et je pense que c'est ce que l'on a observé jusqu'à présent en Asie centrale, et que c'est probablement le plan de jeu des États-Unis pour cette région. Et il faut remarquer le droit international ici. Il protège la propriété privée contre le contrôle majoritaire. Quel mot merveilleux. Vous auriez pu dire « démocratie », mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez écarté ce terme et l'avez remplacé par quelque chose qui sonne différemment. Majorité. Nous ne devrions pas laisser la majorité jouer un rôle décisif à cet endroit. En faisant cela, tout ce que vous faites, c'est retarder la révolution qui viendra réclamer ce que le système majoritaire était censé vous offrir comme moyen pacifique de résoudre ce genre de différends. Il faut toujours secouer la tête d'étonnement devant ce qui était possible. Et je ne suis pas surpris que les partisans de Trump, quel autre modèle ont-ils? Ils n'ont rien dans la tête à part les 2 ou 3 derniers siècles d'impérialisme capitaliste. Qu'est-ce qui pourrait bien leur venir à l'esprit d'autre? Ce ne sont pas des critiques. Ils ne sont pas imprégnés d'une pensée alternative révolutionnaire, rebelle ou socialiste, quel que soit le mot que vous préfériez. Non, ils s'occupent de ce qui existe, le système capitaliste, et de la manière dont ils vont le faire perdurer. Et s'ils ont besoin de tungstène, s'ils ont besoin de terres rares, alors ils regardent autour du monde, investissent et prennent le contrôle où que ce soit. Cela me rappelle le fonctionnement de l'Empire britannique. Vous savez, une fois que les États-Unis sont devenus indépendants et ont pu se développer, et qu'ils ont découvert que leur territoire contenait quelque chose que le capitalisme mondial convoitait. Et au 19e siècle, ce que le capitalisme mondial désirait avant tout, c'était le coton, car le monde apprenait à se vêtir de tissus de coton sous une forme ou une autre. Le sud des États-Unis, une fois qu'on eut pu y faire travailler les Africains réduits en esclavage, devint la source de ce coton. L'Empire britannique se trouva alors confronté au fait qu'il devait désormais payer pour ce coton, puisqu'il n'avait plus la colonie. Il fallait donc acheter ce coton aux Américains. Un mot d'ordre circula dans l'Empire britannique. Il fallait travailler à Kew Gardens, près de Londres, pour planter du coton de toutes les manières possibles, afin de découvrir où, dans le monde, le coton pouvait pousser
et être récoltés pour alimenter leur industrie cotonnière. C'est pourquoi l'Ouganda est une plantation de coton. Pourquoi l'Égypte est une source de coton. Ils ont essayé partout. Là où ça n'a pas fonctionné, ils ont abandonné. Là où cela a marché, ils ont imposé leur régime colonial pour s'en assurer. Et ils ont tiré un siècle de très bons profits de leur textile de coton, en ne donnant rien aux petits agriculteurs africains d'Ouganda, et en ne donnant presque rien à la plupart des habitants d'Égypte. Et ainsi de suite, encore et encore. Nous rejouons simplement ce vieux jeu dans de nouveaux domaines avec de nouveaux enjeux à conquérir. Mais le cadre reste exactement le même. But the framework is exactly the same.